Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au post-traitement en photographie puisqu'on va parler de Lightroom avec une vidéo qui s'adresse à ceux qui voudraient commencer à s'approprier le logiciel et qui ne savent pas par où démarrer. On va voir ensemble comment importer ces images et faire les premières retouches et expliquer les premiers curseurs pour que vous puissiez prendre en main le logiciel le mieux possible. Donc c'est une vidéo qui va être un peu longue et donc si vous connaissez déjà Lightroom, vous aurez sans doute des astuces que vous ne connaissez pas au travers de cette longue vidéo. Et si vous ne connaissez pas Lightroom, eh bien vous êtes au bon endroit pour commencer à traiter vos RAW. On regarde donc tout ça juste après l'intro. Et donc, comme je vous le disais dans l'introduction, traitez vos RAW et non pas vos JPEG, parce que les RAW offrent une possibilité de post-traitement bien plus importante, et c'est comme ça que vous tirerez le meilleur d'un logiciel comme Lightroom. Si c'est pour traiter des JPEG, vous allez vite être très limité dans les possibilités, alors qu'avec un RAW, vous allez pouvoir faire des trucs de dingue. Et pour vous convaincre de l'intérêt du RAW par rapport au JPEG, je vous mets une vidéo en haut à droite de votre écran qui va vous permettre d'aller voir le potentiel d'un RAW par rapport au potentiel d'un JPEG en termes de post-traitement. Donc, quand vous démarrez Lightroom comme ça, la première chose que vous allez faire, c'est vérifier que vous êtes bien dans l'onglet bibliothèque, normalement c'est là que ça s'ouvre, et il va falloir que vous importiez des images que vous voulez post-traiter. Donc mon conseil déjà c'est de ne pas les laisser sur l'appareil photo connecté à l'ordinateur, mais bien de les mettre dans un dossier spécifique, dans lequel vous allez ensuite aller les post-traiter. Ensuite pour les importer, vous allez aller ici à gauche dans le dossier, cliquez sur le petit plus et faire ajouter un dossier. Et donc nous ici, on va utiliser un dossier où j'ai mis 3 images de test spécifiquement, qui vont nous permettre de faire à peu près le tour de toutes les options intéressantes. Donc vous voyez là, on a les 3 images qui sont là. Et vous voyez là, moi, comme je les avais déjà dans un autre dossier, puisque c'est des photos à moi que j'ai déjà post-traitées, il me disait que il voyait bien qu'elles étaient déjà dispo dans un autre dossier, donc il voulait pas que je les réimporte pour pas avoir un catalogue avec des doublons. Donc là, en haut à droite, vous avez déjà, au moment de l'importation, des possibilités de faire ne pas importer les éventuels doublons, ce qui fait que comme ça, si vous les avez déjà dans Lightroom à un autre endroit, vous les aurez pas une deuxième fois. Créer des aperçus dynamiques, alors ça, je vous déconseille de le faire dans un premier temps, sauf si vous avez un ordinateur très puissant et que vous ne voulez pas post-traiter vos images immédiatement après leur importation. Parce que les aperçus dynamiques vont prendre du temps à être créés, et surtout pendant leur création, eh bien, votre ordinateur va galérer, il va être en train de faire plein de calculs pour générer ces aperçus dynamiques. Donc l'intérêt des aperçus dynamiques, c'est que ça va vous faire des images de plus petite définition et de poids plus léger, ce qui va faire qu'ensuite votre post-traitement sera beaucoup plus rapide quand vous allez vouloir le faire, parce que votre ordinateur va travailler sur ces aperçus dynamiques, plutôt que sur les fichiers sources. Mais par contre, le problème, c'est que leur génération va ralentir votre ordinateur. Donc si vous voulez utiliser des aperçus dynamiques sur des grosses séries de photos, mon conseil, c'est vous faites ça le soir, vous importez vos images, vous laissez tourner l'ordinateur pendant la nuit, qui crée tous ces aperçus dynamiques pour les 500, 1000, 2000 photos que vous allez importer, et seulement après, vous vous reconnectez le lendemain matin pour pouvoir post-traiter vos images. Et enfin, ajouter à la collection, ça va vous permettre de choisir une collection, c'est pas l'objet spécifique d'aujourd'hui, on fera une vidéo spécifique sur le catalogage et les collections. Et ensuite, appliquer pendant l'importation, ici, ça va vous permettre éventuellement, si vous avez des presets ou des métadonnées, de pouvoir, dans les paramètres de développement, choisir les presets que vous voulez et l'appliquer. Ou si vous avez des métadonnées, vous pouvez choisir de mettre certaines métadonnées ou certains mots-clés. Par exemple, là j'ai des photos de Norvège d'ici, j'aurais très bien pu mettre des mots-clés avec Norvège, etc. Ce qui ensuite, quand on les recherche dans ses disques durs, peut permettre de les retrouver plus facilement, puisque ces mots-clés sont enregistrés dans les métadonnées et serviront à Windows pour savoir que ces photos-là, par exemple, correspondent à la Norvège, ou à un fjord, ou à un paysage, ou à un chien, voilà. Si vous avez des photos dans des sous-dossiers que vous n'avez sélectionné que le dossier, vous risquez d'avoir ici un gros bouton « Importer des images des sous-dossiers ». Dans ce cas-là, il faudra cliquer dessus pour qu'elles apparaissent. Et ensuite, en bas à droite, vous allez faire « Importer ». Là, il va vous rajouter le dossier que vous avez mis dans la liste qui est là. C'est-à-dire que là, si on cherche en fait ici à gauche, on va pouvoir trouver notre dossier. Effectivement, il est là, à Test Développement Lightroom, qui est le dossier que j'ai créé pour vous aujourd'hui avec ces 3 images. Donc vous voyez ici après, ça va vous permettre, si vous faites tout de suite votre arborescence sur les bons disques de stockage et qui sont toujours connectés à votre ordinateur, ça vous permet ici d'avoir ce qu'on appelle un catalogue. Et ce catalogue va vous permettre de retrouver l'ensemble des photos que vous avez post-traitées sous Lightroom très rapidement. Ensuite, petite chose à refaire aussi, je vais vous mettre une vidéo en haut à droite de votre écran, c'est de stocker les modifications que vous allez faire en XMP. Donc je vous invite à mettre cette vidéo en pause, à aller voir celle que je vous mets en haut à droite de votre écran, et ça va vous permettre comme ça d'avoir un petit fichier qui stocke vos modifications plutôt qu'elles soient stockées directement dans Lightroom, ce qui fait que si à un moment vous avez
une perte de disque dur, une perte de votre catalogue ou une corruption d'un fichier, eh bien vous aurez tous ces petits fichiers XMP qui, une fois rechargés dans Lightroom, vous remettront toutes vos modifications pour récupérer un catalogue avec tous les post-traitements que vous aurez fait. Et quand des fois on passe plusieurs minutes de post-traitement sur une photo, bah c'est bien de pouvoir retrouver ces post-traitements si on a un petit problème informatique. Une fois qu'on est là et qu'on a importé nos photos, tout va se passer ici dans le développement. On va pas faire pour aujourd'hui tout ce qui est tri, sélection, numérotation. Ça c'est pareil, ça sera l'objet d'une autre vidéo qui n'est pas encore faite, mais sinon la vidéo va durer 4 heures. Donc on passe en haut à droite ici dans l'onglet développement, et c'est là que tout va se faire et que la magie va se faire. Donc vous voyez cette image là pour l'instant, elle est brute de boîtier, c'est-à-dire que il n'y a absolument aucune modification qui n'a été faite, aucun curseur qui n'a été bougé, et donc elle est vraiment avec ce que le capteur a capté en RAW. Et donc il faut bien se rendre compte que le RAW est volontairement un peu plat, un peu fade, pas très contrasté, parce que c'est ce qui permet aussi de pouvoir l'exploiter le mieux possible ensuite. Donc là, il va falloir post-traiter son image. Dans le premier onglet, ici, réglages de base, c'est là qu'on va faire donc justement tous les réglages de base. Merci Captain Obvious. Donc déjà, on va pouvoir retoucher la température, ce qui fait que si on veut donner une sensation un peu plus chaude, parce que là on était au lever du soleil, et comme on était à l'ombre, en fait ça se voit pas, parce que à l'ombre on a toujours ce côté bleuté. Donc vous voyez, si on veut donner un peu plus de chaleur, puis qu'on veut donner un peu plus de rougeur par exemple, pour pouvoir faire un lever de soleil un peu rougeoyant, ou ce genre de choses, ou au contraire, revenir sur quelque chose de plus vert comme ça, on peut. Donc là pour le coup ça va permettre comme ça de régler sa balance des blancs pour déjà commencer à donner une petite ambiance à son image, ou corriger aussi une balance des blancs que le boîtier aurait mal analysée, en sachant qu'à chaque fois que vous allez faire comme ça un réglage, si vous voulez revenir au réglage de base, vous avez juste à double-cliquer, vous voyez, sur le petit bouton, ou à double-cliquer sur le nom de la ligne, et quand vous faites ce double-clic, ça vous remet le réglage initial quand vous avez chargé l'image. Donc là, pour la température des couleurs, ça vous remet la température de couleur telle que le boîtier l'avait analysée. Ensuite, on a toute la partie tonalité, donc là, on va pouvoir régler l'exposition, c'est-à-dire éclaircir ou assombrir l'ensemble de l'image. On va pouvoir régler le contraste. Donc le contraste, ça va être la différence entre les hautes et les basses lumières. On le voit en haut, ici, sur l'histogramme. Quand je baisse mon contraste, vous voyez, j'ai tout qui se comprime, c'est-à-dire que mes noirs vont être moins noirs, mes blancs vont être moins blancs, et au final, tout va se retrouver dans les gris et dans les tons médians. Alors que si j'augmente mon contraste, vous voyez que ça s'écarte. C'est-à-dire que mes blancs vont aller plus vers des blancs plus clairs, mes sombres vont être beaucoup plus sombres, ce qui fait que voilà, je vais avoir une image plus contrastée. Rajouter un petit peu de contraste sur un RAW, c'est pas déconnant, mettre tout de suite 15 ou 20 de contraste, après c'est à vous de voir en fonction du rendu que vous voulez avoir. Les hautes lumières vont gérer uniquement donc les lumières les plus claires, les couleurs les plus claires, les teintes les plus claires de votre image. Vous voyez, si je baisse mes hautes lumières là, j'ai essentiellement la partie droite qui représente les hautes lumières de mon histogramme qui bouge vers la gauche, alors que la partie médiane ici, elle, bouge beaucoup moins, voire quasiment pas du tout, vous voyez. Ça bouge légèrement pour rééquilibrer les choses, mais on voit bien que la partie qui bouge le plus, c'est ma partie de droite. Ça me permet de récupérer un peu de texture sur mon ciel, par exemple, vous voyez. Les ombres, c'est l'inverse. C'est les parties relativement sombres de mon image qui vont être éclaircies. Donc là, on le voit bien, je peux aussi les assombrir, puisque je suis à 0, donc je peux aller dans le négatif comme dans le positif. Donc si je vais dans le positif, je vais éclaircir les zones les plus sombres, et si je vais dans le négatif, je vais renforcer encore, justement, le fait qu'elles sont beaucoup plus sombres que la réalité. Les blancs, ça va être vraiment les très très hautes lumières, donc vraiment les parties les plus claires, là où les noirs, ça va être justement les parties les plus sombres. Et donc, selon les photos, vous aurez plus ou moins de parties de votre image qui seront dans les hautes lumières, dans les ombres, dans les blancs ou dans les noirs, et en jouant comme ça sur les curseurs, vous allez pouvoir comme ça rééquilibrer un peu mieux la photo comme vous le voulez. Donc on va remettre un peu nos curseurs, tac, tac, donc vous voyez avec des doubles clics. Ah oui, et pareil, si vous voulez réinitialiser tout un bloc, vous double-cliquez ici sur vous voyez, entre les deux barres noires là, ce sont les tonalités, vous pouvez en un seul double-clic, contrairement à ce que j'ai fait juste avant, réinitialiser l'ensemble des curseurs de la tonalité. Ensuite, la texture ici. Alors là, il va falloir qu'on zoome un petit peu pour se rendre compte. Donc vous voyez là par exemple, j'ai des pages, j'ai des choses comme ça. Si je rajoute de la texture, vous voyez que ça va me rajouter du micro-contraste pour aller recréer un peu plus de texture, un peu plus de netteté. Donc ça peut être intéressant sur des poils d'animaux ou des choses comme ça. La clarté va aussi rajouter du micro-contraste, mais vous voyez d'une manière un peu différente. Et la clarté, généralement, je trouve qu'elle est vraiment... voilà, elle fait mal, et quand on la pousse un peu, on peut vite se retrouver avec des genres de halo, là où il y a des contrastes. Là où, avec la texture seulement, même si je la pousse assez loin, voilà, j'ai pas le même effet. Et vous voyez bien sûr que, encore une fois, on peut aller dans le négatif, même si de la texture négative ou de la clarté négative, je vous déconseille de l'utiliser, parce que le résultat est vraiment hideux, à mon sens.
Bon, après, vous faites bien ce que vous voulez avec vos photos pour le rendu que vous voulez avoir. Et la correction du voile, pour le coup, va augmenter aussi les contrastes, mais de manière assez localisée également, ce qui fait que, en fait, ça va être un peu de la clarté plus du contraste en même temps. Puis vous voyez que ça affecte la couleur aussi. Donc la correction du voile, généralement, elle a été créée à la base pour corriger quand vous avez un peu de brume ou des choses comme ça, pour intensifier un peu l'effet laiteux que donne la brume. Mais moi, j'aime bien l'utiliser parce que quand on fait ça, par exemple, qu'on va redonner ensuite un peu plus de couleur, et qu'on va aller dans la TSL, par exemple, pour supprimer le bleu sur la neige, on peut obtenir une ambiance qui est beaucoup plus sympa avant qu'après. Puisque là, vous voyez, si j'appuie sur Y, je peux faire mon avant-après. Et ça me permet de voir ma photo au départ et ma photo telle qu'elle est en cours de post-traitement. Ce qui permet aussi de se rendre compte de là où on vient, là où on est en train d'arriver, de voir des fois qu'on a peut-être été un peu trop loin dans le post-traitement ou ce genre de choses. Et ensuite, toujours dans la partie présence, on a la vibrance et la saturation. Donc la saturation, ça va être augmenter les couleurs, tout simplement, pour qu'elles soient plus importantes, plus vives, alors que la vibrance, ça va être de réintensifier des couleurs qui sont déjà nettement visibles sur l'image. Donc vous voyez, là par exemple, c'est beaucoup plus subtil avec la vibrance. Donc la saturation, c'est vraiment beaucoup plus important, puisqu'en fait, la saturation, un jaune qui apparaissait un peu pastel va se retrouver en jaune vif. Alors que la vibrance, un jaune qui apparaissait un peu pastel, va se retrouver en jaune un peu plus présent, mais va rester quand même dans ce ton un petit peu pastel, un petit peu léger. Déjà, si vous maîtrisez bien tous ces onglets-là, on peut déjà commencer à avoir quelque chose de sympa, parce que si je devais traiter cette image-là, je pense que je ferais quelque chose comme ça. Donc là, je l'ai fait extrêmement vite, hein. Techniquement, là, je reprendrai des masques, des choses comme ça, que je vais vous montrer dans une seconde partie de la vidéo. On va continuer sur cette image pour voir la courbe des tonalités. Donc là, c'est un peu le même principe que de jouer sur les hautes lumières, les basses lumières, etc. Sauf que ça se fait avec une courbe. Donc là, vous avez la possibilité soit de choisir une courbe avec toutes les couleurs, ce qui va vous permettre, par exemple, de renforcer vos noirs. Vous voyez, ici vous avez les noirs, donc si vous baissez la courbe, vous les renforcez, alors que si vous remontez la courbe, vous allez les éclaircir. Pareil sur les hautes lumières, si je remonte ici, c'est mes lumières les plus claires qui vont être encore éclaircies, alors que si je baisse, elles vont être encore assombries. Voilà, puis vous voyez, après je peux aller chercher comme ça les lumières moyennes, etc. L'avantage de la courbe par rapport au curseur d'avant, c'est que vous voyez, il vous laisse pas aller trop loin en fonction de où vous êtes sur la courbe. Vous voyez, il y a quand même des limites en fonction de ce que vous avez déjà bougé. Ce qui fait que les transitions entre les différentes portions de lumière vont être beaucoup plus naturelles si vous utilisez la courbe que si vous allez sur certains curseurs en y allant vraiment très fort sur les curseurs, où ça peut créer des fois des cassures, des liserés. Là, vous aurez beaucoup moins tendance à avoir ce genre de problème avec une courbe. Et surtout ici, vous pouvez augmenter la zone des noirs, par exemple. Vous voyez, c'est ce qui va être pris en compte comme étant les noirs, les hautes lumières ou les basses lumières. Donc ça, c'est vachement pratique, c'est quelque chose que vous n'avez pas avec les curseurs. Quand vous modifiez les hautes lumières, si vous dites « Ah bah ouais, mais là, ça modifie que cette partie-là, puis j'aurais bien voulu que ça modifie aussi ça », là, dans la courbe, vous allez pouvoir comme ça venir choisir un peu comment les hautes lumières sont affectées, pour ensuite pouvoir jouer avec la courbe sur la zone des hautes lumières qui vous convient. Et donc ensuite, vous voyez les régions, là encore une fois, c'est pareil, ça permet comme ça, une fois qu'on a défini les tons clairs ou les tons foncés, de jouer avec les curseurs plutôt qu'avec la courbe, si vous vous sentez plus à l'aise. Au final, le résultat est le même, c'est comme si vous étiez venu prendre ici votre courbe, et la modifier. Voilà. Mais là, vous avez des curseurs pour le faire. Et ensuite, vous avez la possibilité de traiter chaque couleur séparément, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez agir, par exemple, que sur le rouge. Et donc, vous voyez, vous pouvez, comme ça, augmenter le rouge qu'il y a à un endroit, ou au contraire, voilà, le diminuer au profit du vert, voilà. Donc, sur les tons sombres, par exemple, ou sur les tons clairs. Donc là, ça permet d'obtenir des choses vraiment... Mais dans certains cas, vous verrez que ça peut vous être utile, et vous pouvez faire pareil, donc sur le vert ou sur le bleu, de manière séparée. Ce qui fait que là, par exemple, mon bleu, si je veux que mon bleu, qui est plutôt clair ici, soit plus foncé, je vais pouvoir, comme ça, vous voyez, venir renforcer le bleu. Donc là, bien sûr, c'est sur toute l'image, mais vous voyez comment ça fonctionne. Ça permet d'avoir la transition entre la couleur et son opposé, en fait, pour pouvoir jouer sur les couleurs. Des fois, quand vous avez une dominante dont vous avez du mal à vous débarrasser, ça peut être utile aussi. Et là, ici, c'est uniquement donc sur la partie lumière, donc là, en utilisant toutes les couleurs. Et là, vous voyez aussi que vous avez la possibilité comme ça de faire ce qu'on appelle casser vos noirs. C'est-à-dire qu'avoir des noirs un peu gris, ou casser vos blancs, c'est-à-dire avoir des blancs un peu gris aussi. Ensuite, on va passer sur la TSL. Très important. Donc déjà, plutôt que d'être en teinte, en saturation ou en luminance, moi je vous invite à être en tout, pour avoir la teinte, saturation, luminance, la TSL. La teinte va vous permettre de modifier certaines couleurs, c'est-à-dire de faire passer par exemple du rouge dans le orange. Ou justement, de mettre du orange plus dans le jaune. Vous voyez, là mon orange passe jaune, alors que là il passe plus rouge. Voilà, donc ça va vous permettre comme ça de prendre une couleur existante et de l'emmener plus sur les couleurs qui sont proches d'elle dans le spectre. Et donc si vous passez le orange en jaune et que vous passez le jaune en vert, vous vous retrouvez avec des nuages verts, vous voyez, puisqu'après, une fois que vous avez bougé le jaune, tout ce qui est jaune va passer vert, par exemple ici.
Donc ça c'est la teinte, ça peut être intéressant si par exemple vous avez un truc qui est très rouge et que vous voulez qu'il soit un peu plus bordeaux par exemple parce que vous trouvez que ça ressort mieux, bah vous pouvez le faire directement là-dedans et si vous n'avez que cette zone là qui est rouge, ça peut suffire, ça peut vous éviter d'avoir à faire un masque. La saturation ici, donc tout à l'heure je vous avais montré que j'avais retiré le bleu parce que la correction du voile m'accentuait beaucoup le bleu et que donc bah, ça cachait complètement mon image. Ça c'est pratique par exemple si vous avez une image avec une grosse zone d'ombre justement qui va ressortir très bleu, bah, vous allez pouvoir comme ça retirer le bleu de la zone d'ombre pour que ce soit un peu plus neutre. Après vous pouvez en laisser un petit peu si vous voulez, hein. Vous voyez, pour trouver le juste milieu, on n'est pas obligé de tout supprimer non plus, mais ça peut permettre comme ça de récupérer quelque chose de plus naturel par rapport à ce que vous auriez vu avec votre œil qui compense très bien ce genre de lumière, ce qui n'est pas le cas d'un appareil photo. Et donc là pareil, vous allez pouvoir augmenter comme ça la saturation de chaque couleur, ce qui fait que si là, par exemple mon orange, je veux qu'il soit beaucoup plus saturé, bah vous voyez, je peux saturer uniquement mes jaunes et mes oranges, pour que ça agisse sur mes nuages. Donc là, bien sûr, hein, je suis dans l'exagération, encore une fois, c'est pour vous montrer le principe. Et pareil, vous voyez, là, le turquoise, par exemple, va agir beaucoup sur mon ciel, parce que le turquoise et le bleu sont quand même différents, alors que le bleu, vous voyez, il était beaucoup plus présent dans la neige que dans mon ciel. Et même si je retire le bleu de mon ciel, au final, j'ai encore suffisamment de turquoise pour que mon ciel soit bleu. Et la luminance, ça va vous permettre de gérer la luminosité de chaque couleur. C'est-à-dire que si vous avez un rouge qui est trop clair, bah, vous allez pouvoir, comme ça, rendre le rouge plus foncé. Ce qui fait que si on le refait, par exemple, sur mon orange, vous voyez, si je le fonce, ou si je l'éclaircis, vous voyez qu'on va sur des oranges beaucoup plus blancs, beaucoup plus pastels, ou sur des oranges beaucoup plus profonds, et pareil avec les jaunes par exemple, vous voyez qu'ils vont devenir complètement sombres, ou alors qu'ils vont carrément virer sur le blanc si je pousse le curseur dans l'autre sens. Et donc ça c'est pareil, quand vous avez par exemple de l'herbe très verte qui attire beaucoup l'œil, qui est trop flashy sur une image, on le reverra tout à l'heure, vous allez pouvoir comme ça baisser un peu la luminance du vert, pour avoir quelque chose de beaucoup plus profond, mais aussi de beaucoup plus agréable à l'œil et de moins percutant. Alors le color grading que j'utilise assez peu dans mes post-traitements au final, ça va vous permettre sur les tons moyens, les sombres ou les hautes lumières de donner des dominantes de couleurs. Idéalement il va falloir qu'on revienne sur des choses très neutres pour qu'on s'en rende un peu plus compte. Vous voyez sur les tons moyens par exemple, je peux dire ça va plus dans les verts. Et donc la partie du milieu de ma luminosité, ce qui n'est ni trop clair ni trop foncé, va plutôt aller sur les verts. Mes ombres par exemple, si je les pousse sur le rouge, bah, vous voyez que tout ce qui est très sombre vire sur le rouge. Et au contraire, mes hautes lumières, ce qui est clair par exemple, bah, je vais vous dire que je l'emmène sur le jaune, et donc vous voyez que tout ce qui est clair là bah, va partir sur le jaune. Et ça permet pareil de créer des styles d'image, des ambiances. Et ensuite la partie fusion, ça va permettre de faire déborder les zones les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous voyez, si je augmente la partie fusion, bah, j'ai ce orange et ce rouge qui était très prédominant, qui s'applique aussi sur les tons médians et les tons voilà, qui ne sont pas les leurs. Alors que si au contraire la fusion je la baisse, bah, ça va être beaucoup plus catégoriel, et donc on va vraiment avoir que les basses lumières, les ombres qui sont affectées, que les tons moyens, que les hautes lumières. Et la balance c'est pareil, ça va permettre comme ça de faire varier en fait complètement l'effet. Fait que vous voyez pareil là, si la balance je la mets plus à gauche, je vais être sur une balance qui favorise les ombres, donc c'est le rouge-rose là de mes ombres qui va se contaminer un peu plus beaucoup partout. Alors que si je vais à droite, bah, c'est plus justement le côté jaune de mes hautes lumières, et si je suis au milieu, et ben c'est plus le vert des tons moyens qui va être utilisé en globalité. Donc là pareil, en jouant avec ces curseurs là, bah, vous allez pouvoir créer des ambiances que vous voulez. Ensuite les détails. Alors là, ça va être pour pouvoir essayer de travailler un peu le côté croustillant de vos images. Donc déjà vous voyez, ici quand vous zoomez, vous pouvez aller chercher ici, pour venir afficher en miniature la zone que vous voulez retravailler le plus, c'est-à-dire la zone en général où vous avez fait votre netteté. Ça peut être par exemple l'œil de votre sujet en portrait ou ce genre de choses. Donc le gain va vous permettre d'augmenter comme ça le niveau de détail, mais vous voyez que ça peut induire du bruit comme ça sur des tout petits détails. Le rayon, ça va être l'effet de ce gain, c'est-à-dire que plus le rayon va être gros, plus les points vont être regroupés ensemble pour pouvoir redonner du détail. Le détail, bah là c'est le niveau de puissance que vous voulez donner. Et le masquage, pour le coup, je vous conseille d'appuyer sur Alt en l'utilisant. Comme ça, vous passez en noir et blanc. Et le masquage, c'est pour pouvoir déterminer sur quelle zone va être appliqué ce nouveau réglage. Et vous voyez, plus vous montez vers le 100, plus il va l'appliquer sur de toutes petites parties qui sont vraiment les parties les plus nettes. Alors que plus vous descendez sur le 0, plus il va l'appliquer partout. Et donc bah là, le masquage, par exemple, si je fais ça, bah, vous voyez que déjà mes grains sont beaucoup moins visibles. Parce qu'en fait, même si j'ai poussé les curseurs à fond, bah, il ne les utilise que dans les zones d'extrême netteté pour réinfirmer encore un peu les contours. Et donc là, par exemple, où c'était beaucoup moins net, bah, vous voyez que c'est beaucoup moins affecté. Alors que quand je redescends mon curseur comme ça, vous voyez que ça met vraiment cette granulosité partout. Bien sûr, je vous déconseille d'aller aussi loin dans les curseurs. Hein. Là, c'est à titre d'exemple pour que ça vous saute aux yeux dans la vidéo, même une fois qu'elle sera recompressée par YouTube. Évidemment, il faut être beaucoup plus mesuré dans ces réglages
pour avoir des choses qui sont beaucoup plus naturelles. La réduction du bruit de luminance, ici, ça sera surtout quand vous avez des gros points de couleur qui ressortent sur des photos en très très basse lumière que vous avez fait dans du très très sombre. Et pareil là pour le détail et pour le contraste, je vous invite à utiliser Alt, parce que quand on est en noir et blanc pour travailler cette notion-là, ben on se rend beaucoup mieux compte du résultat et de l'effet. Et la couleur, bah c'est pareil, en fait, c'est si vous avez justement du bruit coloré, des choses comme ça, bah vous allez pouvoir comme ça aller chercher les détails. Mais pour le coup, ça n'est valable que vraiment sur des photos très bruitées pour essayer de réduire le bruit. Et pour réduire le bruit, très honnêtement, je trouve que Lightroom ne fait pas un super travail. Donc si vous travaillez beaucoup en basse lumière ou avec en tout cas beaucoup de bruit numérique, parce que vous êtes obligé de pousser en ISO très très loin, parce que vous faites que des trucs en intérieur sans lumière ou voilà des choses comme ça, bah je vous conseille vraiment aussi d'investir dans Topaz, pour lequel je vous proposerai sans doute une vidéo de test dans pas longtemps. La correction de l'objectif, ça va permettre de gérer la distorsion. Donc là on va déjà dézoomer pour que vous vous en rendiez compte. Donc ça c'est essentiellement quand vous utilisez des grands angles qui peuvent des fois avoir des effets comme ça un peu distordus, et ben ça va vous permettre de les corriger pour revenir sur un aspect plus naturel en fait des perspectives. Et quand on fait contraindre le recadrage, bah vous voyez, ça va automatiquement après recadrer l'image en conséquence pour éviter qu'il y ait des zones blanches qui ne persistent. Alors que quand on contraint pas le recadrage, donc il va nous la laisser comme ça et c'est à nous ensuite d'aller recadrer. Vous voyez par contre que quand on contraint le recadrage et qu'on le décoche, il faut bien penser que on a encore de la texture de la photo ailleurs, puisque vous voyez en fait il ne vous remet pas le cadrage original. Ensuite ici pour supprimer les franges, alors là j'ai pas de photo spécifique, mais alors j'allais pas vous laisser comme ça quand même avec pas d'exemple. Donc vous voyez sur cette photo que j'ai faite à Zolverain, pour ceux qui veulent revoir aussi toutes les vidéos liées au road trip que j'ai fait en Europe, vous allez avoir une vidéo en haut à droite de l'écran. Si on zoome vraiment beaucoup, vous voyez ici on a des liserés roses et verts, qui sont des aberrations chromatiques qui se produisent souvent sur des contre-jours assez brutaux. Et là effectivement j'ai un gros soleil qui arrive ici, j'ai dû beaucoup retraiter mon image, vous voyez, en baissant les hautes lumières, etc. pour pouvoir obtenir ce résultat-là. Parce que vous voyez, mon image de base c'était ça, donc clairement elle était très lumineuse, et donc pour obtenir ce résultat-là, on voit beaucoup plus de choses, même s'il y a encore un petit voile ici, etc. Il a fallu pas mal la retraiter. Et donc on se retrouve avec ce genre de choses là sur ce contre-jour. Et donc c'est là que justement notre correction de l'objectif peut avoir un intérêt aussi. C'est qu'on va pouvoir avec la pipette ici, venir sélectionner la frange verte. Vous voyez que des fois là il la voit pas, parce que comme j'ai de la brique qu'il analyse pour du rose, forcément il m'a pas vu ma frange verte forcément, donc là il faut aller la chercher ailleurs comme je l'ai fait là. Et ici ma frange, vous voyez, violette là, hop. Et quand je clique comme ça, déjà, vous voyez que ça se voit beaucoup moins. Et après, ici, vous voyez, si vous voyez qu'il y a encore un tout petit peu de rose comme ça, vous allez pouvoir venir jouer comme ça sur les curseurs du dessous pour dire tu m'englobes aussi telle ou telle couleur que tu ne m'as pas prise en compte. Et là, comme ça vous permet de faire disparaître complètement la frange, ou les franges, parce que des fois vous avez que la verte, des fois que vous avez que la rose. Et donc là, comme ça, les deux disparaissent, et vous avez une qualité d'image qui est beaucoup plus sympathique. Ensuite, on a le vignettage, donc ça c'est pour pouvoir donner un petit aspect à sa photo. Vous voyez, soit on met des contours un peu noirs comme ça, soit des contours un peu blancs. Et ensuite, le milieu, ça va permettre comme ça, soit de n'avoir que les coins, soit au contraire d'avoir vraiment un rond complet de vignettage. Et donc, toujours ici dans les corrections d'objectifs, vous voyez que vous avez des profils. Et donc là, vous avez activé le profil de correction. Alors ça va dépendre de l'objectif que vous avez. Il faut qu'en fait, Adobe ait créé un profil spécifique pour votre boîtier avec cet objectif-là. Mais si vous l'avez, vous pouvez essayer d'aller voir. Donc là, profil de l'objectif, là par exemple, moi c'était un Minolta 80-200 HS-APO, et donc là on va regarder, on va voir que le 80-200 HS-APO, ils ne l'ont pas fait. Par contre, vous voyez, si par exemple je suis chez Sony, et que je vais chercher 2405 F4G, par exemple, vous voyez là, il y a des profils qui sont déjà là, et vous voyez que vous avez vu l'image qui s'est un peu déformée, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des profils pour savoir quels sont les défauts optiques de cet objectif, et vous allez comme ça pouvoir venir charger un profil qui va automatiquement corriger les défauts optiques de votre objectif. Ce qui fait que si vous avez un objectif qui est listé, vous allez pouvoir comme ça corriger très facilement la distorsion et être exactement nickel, puisqu'en plus là, il va prendre en compte dans les exifs le nombre de millimètres auquel vous êtes sur la plage de zoom, et donc en fonction de ça, il va comme ça savoir à quelle correction faire, puisque ce ne sera pas forcément la même correction à 24 mm ou à 105 mm, puisque les déformations ne seront pas les mêmes. Donc voilà. Et là, encore une fois, après, vous pouvez quand même reprendre un petit peu ce qu'il a fait, parce que si vous trouvez que ça donne pas le bon résultat, et vous pouvez bien sûr donc refaire un vignettage en plus. La transformation maintenant, ça va permettre essentiellement en architecture de reprendre vos verticales ou vos horizontales, vous voyez, pour redresser un petit peu les choses. Fait que si vous avez pris une vue un peu trop en contre-plongée ou un peu trop en plongée, vous allez pouvoir comme ça reprendre
la verticale. L'horizontale, c'est pareil, si vous n'étiez pas tout à fait bien aligné avec le centre, vous voyez, vous allez pouvoir reprendre comme ça un peu la photo. Toujours avec, bien sûr, cette contrainte de recadrage qui peut vous permettre comme ça de recadrer automatiquement votre image. La rotation, bon, c'est si vous voulez donner une rotation à votre image, bien sûr. L'aspect, ici, vous voyez, ça va vous permettre comme ça de la comprimer un peu, au contraire de l'étendre un peu plus en panoramique. L'échelle, ça va permettre comme ça de venir zoomer dans l'image ou moins zoomer dans l'image en fonction de ce que vous voulez faire justement. Parce que quand vous déformez l'aspect, ça peut permettre comme ça de récupérer un peu ce qu'il y a sur les bords. Et après de la décaler comme ça dans la zone de travail par rapport à ce que vous vouliez faire. Donc les effets. C'est quelque chose que je n'utilise absolument jamais, je vous le dis tout de suite. Ça vous permet vraiment de faire vraiment un vignettage ultra poussé en fait. Donc ça, c'est vraiment à utiliser, encore une fois, avec beaucoup de parcimonie. Sauf si, par exemple, justement, vous avez un objectif qui fait du vignettage, ça peut vous permettre comme ça de venir le corriger en mettant, par exemple, un peu d'éclaircissement. Et ensuite, en choisissant bien le milieu, et en choisissant bien l'arrondi, vous allez pouvoir coller au plus près de ce que votre objectif faisait pour venir retirer son vignettage, par exemple. Vous voyez que le contour progressif, comme ça va faire que ça va être plus ou moins dégradé pour être plus ou moins progressif et donc moins visible en termes de cassure. Voilà. Et la deuxième partie, c'est la partie gain. Ça va vous permettre surtout de venir bruiter en fait votre image, vous voyez. Rajouter du grain. Comme ça. Donc ça c'est pareil, ça peut être vraiment, si vous avez besoin de détériorer l'image pour faire un peu photo d'archives, ou pour qu'on reconnaisse pas par exemple certains visages, mais qu'on reconnaisse quand même l'ensemble des choses, ou ce genre de choses. Et enfin l'étalonnage. Et vous voyez là, vous pouvez faire tirer les ombres sur le rouge ou sur le vert. Donc là, vous voyez votre rouge, vous allez pouvoir l'amener sur du jaune, ou sur du rouge, et vous allez pouvoir comme ça le saturer. Pareil pour le vert, vous allez pouvoir jouer sur votre vert uniquement, vous voyez, pour l'emmener plus sur des teintes bleues ou des teintes jaunes, et vous allez comme ça pouvoir, pareil, le rendre plus présent ou moins présent dans votre image. Et pareil pour le bleu, vous allez pouvoir comme ça l'amener sur une couleur ou sur une autre, et vous allez aussi pouvoir surtout le sursaturer ou le sous-saturer. Très honnêtement, la partie transformation, la partie effet et la partie étalonnage, ce n'est pas pour rien qu'ils les ont mis en dernier dans la liste, parce que globalement le traitement d'une photo se fait vraiment dans l'ordre des onglets. C'est-à-dire que vous allez d'abord commencer par les réglages de base, éventuellement les affiner avec une courbe de tonalité, ensuite gérer un peu les TSL, et donc généralement quand vous arrivez ici, l'étalonnage vous n'en avez plus vraiment besoin, sauf vraiment cas exceptionnel ou volonté de traitement très atypique, parce que votre photo normalement elle est déjà plutôt bien faite, elle est déjà plutôt avec un rendu sympa, et vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin dans les onglets normalement pour post-traiter votre image. Donc ça c'était pour faire le tour de toutes les fonctions de base que vous avez à droite. Maintenant vous avez quand même un certain nombre d'outils ici, donc on va les reprendre. Donc déjà là quand vous cliquez ici, c'est pour avoir tous les outils qu'on vient de passer en revue ensemble. Ici vous avez le recadrage. Donc là vous voyez, soit vous cliquez ici pour ouvrir le recadrage, soit vous appuyez sur R comme recadrage. Donc jusque là c'est plutôt facile. Vous allez pouvoir bouger les bornes ici pour recadrer votre image. Donc soit vous les bougez dans le coin, soit vous les bougez comme ça en haut et en bas. Vous voyez que globalement ça garde votre ratio. Si vous voulez changer le ratio, soit vous voulez le changer de façon libre, vous décochez ici le petit cadenas, et là vous voyez que maintenant, quand je bouge en haut et en bas comme ça pour faire par exemple un format panoramique, il ne me garde pas mon ratio d'image, donc ça me fait bien un format panoramique. Ensuite, si vous le voulez, vous avez des ratios prédéterminés. C'est-à-dire que vous voulez par exemple passer en 16/9 pour être sûr que ça s'affiche sans être croppé et sans bande noire sur une télé, hop, là vous avez un format 16/9. Comme ça, vous savez que une fois que vous aurez cadré votre image comme ça, vous aurez votre format 16/9 qui sera respecté. Si vous voulez faire un truc plus cinémascope, justement, vous pouvez faire du 21 ou du 32/9. Ça, c'est des formats que moi j'aime beaucoup, c'est pour ça qu'ils sont dans mes rapports auteurs personnalisés. Et vous pouvez bien sûr faire du carré, par exemple, du 1:1, si vous voulez ensuite publier sur Insta. Vous pouvez aussi, ici, auteur rapport personnalisé, si vous voulez faire par exemple du 48/9, par exemple, pour faire un truc ultra panoramique, vous pouvez bien évidemment. Quand vous êtes ici comme ça sur un angle et que vous forcez dans la direction opposée, vous voyez là par exemple, je prends mon angle ici, et au lieu de juste le ramener comme ça pour réduire, je vais descendre tout en allant à gauche, et à force de descendre, vous voyez, hop, il me change l'orientation pour passer de paysage à portrait ou de portrait à paysage. Donc ça c'est pareil, c'est très pratique parce qu'une fois qu'on maîtrise un peu le coup de main, vous voyez, on passe du portrait au paysage très rapidement. Le réinitialiser permet de revenir bien sûr au cadrage de base. Vous voyez ici quand je vous ai dit qu'on pouvait jouer sur l'angle, si on se décale un petit peu plus, vous voyez qu'on a les deux flèches qui changent, et là c'est la rotation. Et vous voyez qu'à la rotation, il vous met une petite grille avec des petits carrés, ça c'est super pratique. Parce que ça va vous permettre comme ça de pouvoir recadrer tout en ayant par exemple des points de repère et des alignements pour pouvoir être bien aligné, pour que vos verticales soient droites ou que votre horizon soit droit. Pareil, si vous avez un horizon qui est visible sur l'image. Imaginons là vous avez un horizon qui est visible sur l'image, vous pouvez donc comme ça venir
prendre l'outil angle, vous allez faire un premier clic au niveau d'un côté de votre image où vous voyez l'horizon, vous allez maintenir votre clic, vous allez tracer votre horizon, donc en suivant ce que vous voyez d'horizon, hein, et hop, ça va automatiquement vous remettre l'horizon droit par rapport à votre image. Donc ça peut être pratique aussi pour recadrer, si vous avez comme moi une penchite aiguë, une tendance à pencher un peu à gauche ou à droite quand vous prenez vos images. Ensuite ici vous avez la partie correcteur. Alors là vous avez plusieurs correcteurs, vous voyez, vous avez basé sur le contenu supprimer, corriger, dupliquer. Donc si vous faites dupliquer, si par exemple vous allez ici pour effacer ce chien-là, qui est dans le flou d'arrière-plan là, vous voyez qu'il va venir vous dupliquer une autre partie de l'image. Et donc c'est à vous après d'essayer de trouver la partie qui matcherait correctement. Et en général, avec un contour progressif, ça peut éventuellement se noyer dans la masse, vous voyez, quand on fait ça comme ça. Mais très honnêtement, si là on fait dupliquer, vous voyez que on voit quand même cette tâche. Donc je suis pas très fan de la correction dupliquer. Si maintenant à la place de dupliquer, déjà on utilise corriger, on se rend compte que déjà c'est beaucoup mieux. Parce que vous voyez, au niveau des contours, il les adapte plus pour que ça matche avec ce qu'il y avait autour, et donc c'est beaucoup mieux. Mais sur les dernières versions de Lightroom, vous avez carrément le basé sur le contenu. Et là, il utilise vraiment l'algorithme de Photoshop qui analyse tout ce qu'il y a autour pour vraiment essayer de faire matcher. Et là, vous voyez que la zone est beaucoup moins perceptible. Alors, paradoxalement, on est censé utiliser les mêmes algos que sur Photoshop, c'est quand même beaucoup moins efficace que sur Photoshop, mais disons que là, sur un arrière-plan comme ça fait le job, et on se retrouve avec quelque chose qui est quand même pas si dégueulasse que ça. Ça aurait pu être beaucoup mieux, hein, et si vous l'aviez fait sur Photoshop, ça aurait été beaucoup mieux, mais c'est quand même un outil sympa pour ne pas quitter Lightroom et gagner du temps. Ensuite, on a la correction des yeux rouges, alors là, pour le coup, j'ai aucune photo pour vous montrer, mais globalement, vous allez comme ça, zoomer sur votre image, venir avec votre molette, sélectionner comme ça la taille d'un œil, et quand vous allez cliquer dessus, vous voyez, il est censé essayer de détecter ce qui est censé être l'œil et venir retirer le rouge qu'il y a dedans pour que ça soit plus rouge. Et donc vous avez ça sur les yeux rouges ou sur les yeux d'animaux. Les yeux d'animaux, vous savez, quand ils étaient dans la nuit comme ça, que vous avez mis un coup de flash par exemple, qu'ils ont le fond de l'œil très doré ou très... voilà, ça peut vous permettre de retirer ça aussi. Globalement, ça marche plutôt bien, mais faut qu'il y ait un œil rouge ou un œil doré pour que ça le détecte correctement. Et là, vraiment, j'ai aucune image qui corresponde à ça pour pouvoir vous montrer. Et enfin, le plus important ici, c'est la gestion des masques. Ça peut vous sélectionner le sujet automatiquement. Là, quand vous cliquez sur sujet, vous voyez qu'il mouline, et hop, il a bien détecté mon chien au milieu de l'image. Fait que si après mon chien, là, je veux le recontraster, je veux l'éclaircir, je veux l'assombrir, je veux changer sa température de couleur, je peux refaire toutes les corrections que je veux, et vous voyez, je peux les faire directement comme ça sur mon sujet. En appuyant sur espace et mon clic, je peux zoomer comme ça sur l'image. C'est-à-dire que espace plus clic, je zoome et je dézoome, et espace plus clic que je déplace, en maintenant mon clic, je peux comme ça renaviguer dans mon image zoomée. Là, vous voyez par exemple, après, on peut se dire que le masque est pas forcément très bon. Vous voyez par exemple qu'on voit en dessous qu'il y a un peu d'herbe qui a été prise en compte. Donc là, je vais faire soustraire, pinceau. Et là, je vais lui dire que ce que je vais aller peindre, comme ça, je vais le retirer de mon masque. Et vous voyez comme ça, je vais pouvoir venir, ici, peindre un petit peu sur mon herbe, pour éviter qu'elle soit contaminée. Et à l'inverse, si je veux ajouter, je vais pouvoir faire ajouter au pinceau, par exemple. Je vais pouvoir, comme ça, vous voyez, revenir récupérer un peu des parties. Donc voilà, donc on peut retoucher le masque, mais ça fait un gain de temps extrêmement appréciable quand on peut, comme ça, déjà avoir l'essentiel de la sélection qui est faite. Sur cette photo-là, on va pouvoir regarder comment il sélectionne le ciel, puisque vous avez vu qu'on peut sélectionner directement le ciel. Là, c'est pareil. Globalement, il est plutôt pas mal. Et si on zoome, on voit quand même que mes gens sont dedans. Donc pareil, sur mon panneau, par exemple, je vais faire soustraire, pinceau, donc il va falloir être précis, éventuellement zoomer plus, faire un plus petit pinceau, mais il vous a déjà fait le gros de la sélection, et surtout après pareil, quand vous faites soustraire pinceau ici, vous avez la possibilité de faire un masquage automatique, de manière à ce que quand vous êtes ici, vous voyez, il ne vous soustrait que la personne, ou là par exemple que le sac, il va essayer quand même de se rendre compte qu'il y a un objet et de ne pas trop déborder de l'objet en question, de manière à ce qu'après quand vous allez retoucher votre ciel, bien justement, vous vous retrouviez avec un effet qui ne se fasse que sur le ciel et pas sur les gens qui sont devant. Donc ça pareil, super pratique, puisqu'il vous sélectionne le ciel très rapidement et vous avez généralement assez peu de retouches, et le peu de retouches que vous allez devoir faire est quand même beaucoup plus rapide que d'avoir de vous-même sélectionné le ciel et fait tout le détourage de l'ensemble de la jonction entre le ciel et le reste de l'image. Toujours dans les masques comme ça, vous avez l'arrière-plan, qui est en fait un sujet inversé, c'est-à-dire que si je reprends tout l'outil ici, et que je demande qu'il me sélectionne l'arrière-plan, vous voyez, il me sélectionne tout, sauf mon sujet. Et on voit bien aussi que,
Pour le coup, il me sélectionne tout sauf mon sujet, mais il ne prend pas en compte le fait que j'ai modifié tout à l'heure mon masque. Donc vous voyez, là, il me resélectionne des parties que j'avais supprimées, ou des parties qui étaient dans mon masque sujet. Ce qui n'est pas forcément très logique, mais voilà. Il ne tient pas compte de la modification du masque sujet que vous avez fait pour la partie arrière-plan. Mais vous voyez aussi que vous avez plein d'autres types de masques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un masque au pinceau, pour dire par exemple, pour ma touliquette ici, je vais pouvoir comme ça, au pinceau par exemple, prendre la partie gauche du chien uniquement, qui est dans l'ombre. Donc là, je le fais pareil, encore très à l'arrache, hein, c'est juste pour vous montrer. Et vous voyez là, en changeant comme ça la balance des blancs, je vais pouvoir redonner de la couleur qui était perdue parce que c'était dans l'ombre. Je vais pouvoir par exemple rééclaircir légèrement ou remonter uniquement mes ombres par exemple. Et vous voyez là comme ça, je vais baisser un peu le contraste entre les deux et je vais pouvoir très bien refaire un autre masque au pinceau aussi. Sur par exemple la partie droite de mon chien. Pareil, hein, là je le fais vraiment très à l'arrache, hein, c'est pour vous montrer. Et là par exemple, justement, au contraire, je vais pouvoir baisser mes hautes lumières, vous voyez, pour récupérer un peu plus de couleur et de contraste aussi dans la partie qui était la plus claire. Éventuellement sous-exposer légèrement un petit peu. Voilà, ce qui fait que comme ça, vous voyez, entre la partie très ensoleillée et la partie très à l'ombre, bah, je récupère des nuances qui sont plus logiques. On a quand même encore ce contraste, hein, on voit bien que là il y avait du soleil et là il y avait de l'ombre, mais on voit mieux du côté de l'ombre, et vous voyez que bah, finalement, c'est pas choquant, comme j'ai pas poussé mes curseurs comme un porc sur tout, bah, au final la transition se fait plutôt bien, c'est pas très choquant, et ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et cet usage des masques comme ça au pinceau, et bah sur du paysage par exemple, ça a tout son sens. C'est-à-dire que là par exemple, vous voyez, je vais pouvoir faire un pinceau, venir sélectionner par exemple comme ça mes montagnes. Alors là encore une fois, hein, je vous l'ai dit, hein, je fais ça vraiment très à l'arrache. Et là vous voyez mes montagnes par exemple comme ça, je vais pouvoir les rééclaircir un peu, les faire ressortir, les recontraster, leur mettre une lumière, une luminosité un peu différente, etc. Vous voyez, comme ça, je vais pouvoir faire mes masques. Alors là, bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, mon détourage est dégueulasse. Donc créer un nouveau masque avec pinceau, comme ça, je vais faire un autre masque ici, sur lequel je vais pouvoir, par exemple, appliquer un autre réglage. Hein. On peut très bien vouloir que celle-ci soit beaucoup plus à l'ombre, vous voyez, beaucoup plus bleue, enfin voilà. Donc on peut imaginer ça. Et puis, par exemple, je peux refaire un troisième masque avec un dégradé linéaire. Donc le dégradé linéaire, vous voyez, vous allez le tracer comme ça. Et en fait, ça va vous appliquer quelque chose, et sur la fin, comme ça, vous voyez, vous allez avoir une transition. Et donc là, pareil, bah, si je veux que mon eau soit beaucoup plus bleue, par exemple, et bah, je vais pouvoir changer sa balance des blancs. Tout en l'éclaircissant, par exemple, pour que ça se voit plus. Vous voyez ? Et donc, je vais avoir un effet très prononcé en bas là, et après, vous voyez, j'ai la transition pour revenir sur l'image telle qu'elle était, pour qu'on ne voit pas de cassure. Ça, c'est le dégradé linéaire qui permet de faire ça. Et donc voilà, ça va me permettre comme ça de pouvoir travailler mon image avec divers dégradés, divers masques. Vous voyez, j'ai aussi, par exemple, du dégradé radial qui va me permettre de faire une zone ronde comme ça, dans laquelle je vais pouvoir, encore une fois, agir avec un dégradé ensuite qui fait qu'il n'y a pas une cassure trop nette de ma correction. Mais voilà, on la voit, vous voyez, mais après c'est nébuleux et hop, ça repart. Et donc on a plein de masques comme ça, que je vous invite à étudier. La gamme de couleurs, c'est un masque qui va vous permettre de sélectionner une gamme de couleurs pour ensuite aller retoucher uniquement cette gamme de couleurs. Vous voyez, là par exemple, j'ai sélectionné tout ce qui était plutôt bleu, et donc j'ai une gamme de couleurs sur laquelle je vais pouvoir venir agir ensuite pour dire, bah, toute cette partie bleue, je la remets plus bleue, ou je la remets plus jaune, ou je la surexpose, ou je la sous-expose, vous voyez, donc ça permet de sélectionner une couleur précise, ou une gamme de couleurs précises dans l'image. La gamme de luminance, c'est pareil, mais avec les tons sombres, les tons clairs, etc. Et la plage de profondeur, pour le coup, c'est compatible uniquement avec certains appareils qui ont des capteurs de profondeur, comme les smartphones, ou des choses comme ça, pour que ça marche. Et en tout cas, donc sur du réflexe classique, visiblement, ça ne fonctionne pas. Là déjà, si vous maîtrisez tous ces outils-là, franchement, vous pouvez faire un post-traitement qui est juste hyper puissant. Et si vous voulez aller plus loin dans votre usage de Lightroom parce que vous démarrez, je vous remets encore une vidéo en haut à droite de votre écran avec une trentaine d'astuces autre que celle-ci, pour pouvoir tirer encore le meilleur de Lightroom, personnaliser un peu toute l'interface, etc. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui est en 2 parties et qui pourra vous permettre d'aller encore un peu plus loin dans Lightroom. Et donc nous voilà arrivés au terme de cette longue vidéo d'introduction à Lightroom, parce que c'est un outil tellement complet qu'il fallait au moins ça pour pouvoir faire un petit tour du sujet, pour que vous puissiez commencer à appréhender correctement le logiciel. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses et qu'elle vous sera utile dans le développement de vos photos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner et à partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître un peu la musique. Vous avez également le Tipeee, le Utip, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo, qui vous permettent d'avoir des avantages exclusifs ou des goodies tout en soutenant la chaîne financièrement. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous invite à découvrir tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.